Avant de parler de la condamnation de la Cour de la CEDEAO pour des faits de torture au Togo, nous allons continuer par parler du Bénin et les députés qui votent la légalisation de l'avortement. Magloire Teko Kenvi, vous aviez la parole. Oui, je disais donc que le processus menant donc à l'avortement devrait être plus complexe que ce que pense mon frère Sylvestre. Et au-delà de ça, je crois que, voyez-vous, il épouse beaucoup plus l'approche qui permettrait plutôt de sensibiliser les gens à éviter les grossesses que plutôt de recourir à l'avortement. Mais ça, je crois que c'est un vieux débat. Hein? C'est des faits sociaux qui sont là et qui demeureront tant que la Terre va exister. C'est tout comme, comment vous appelez ça? Comment ça se dit, le vieux métier du monde? La prostitution. On peut beau multiplier les sensibilisations, les ateliers, les capacités de renforcement, ça existera toujours et toujours. Je me rappelle que même dans notre pays ici, le Togo, il y avait eu un premier ministre regretté, Edem Kodjo, qui avait voulu mener un combat assez fratricide contre la prostitution, mais il s'est rendu compte que ce débat-là... Ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile. C'est comme verser de l'eau au dos d'un canard. Et donc, je crois qu'on peut beaucoup sensibiliser les gens, mais les gens vont vouloir toujours et toujours avorter. Mais malheureusement, des grossesses, des avortements clandestins, ils vont plutôt privilégier cette piste-là, qui est très dangereuse. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis, si tant est que l'autorité estime que si on a un seuil donné, un seuil assez alarmant de décès qu'on enregistre annuellement, parce que justement, le phénomène arrive, et que par peur peut-être, les gens optent pour une piste qui les amène vers des décès, il faut plutôt les accompagner de façon régalienne à ce que tout ceci puisse se faire dans les normes. C'est comme cela que moi je le conçois. Et donc, une fois encore, je réitère ma position que je ne vois pas que c'est si alarmant qu'on le pense. Alors, Magloire, vous aussi, vous réitérez votre position. Nous sommes solidaires. Il y a deux Magloires qui sont sur une position. Non, je pense sincèrement que sur ce débat-là, il faut laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas avoir une interprétation typiquement morale ou religieuse d'une loi qui est faite par les hommes. Parce que ici, il ne s'agit pas d'encourager les gens à aller, du moins c'est ce que je pense, qu'il ne s'agit pas d'encourager les gens à choisir la voie de l'avortement. L'idée, c'est que si en dernier recours, vous avez utilisé les moyens de contraception, vous avez pris toutes les dispositions, mais que finalement, il y a une détresse, il y a une situation de grossesse non désirée ou une situation de grossesse à risque, il faut que les médecins puissent intervenir. Or, si vous leur interdisez dans l'absolu de le faire, vous les privez d'un moyen d'action par rapport à la protection des personnes et des patients qui viennent les rencontrer. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il s'agit de prendre en compte véritablement la protection des gens. Et refuser des droits à une partie de la population ne fait pas évoluer une société. Il faut accorder le maximum de droits et faire un pari sur le bon sens des uns et des autres, à la fois des couples qui viendront demander l'avortement ou des personnes qui viendront, et également par rapport au personnel soignant, parce que s'il a été formé, qu'il respecte les règles dans lesquelles il a été formé, je suis à peu près certain que la loi leur ouvrira un boulevard sur lequel ils sauront rouler à la bonne vitesse pour ne pas être en infraction par rapport au code de la route, et surtout là, puisqu'il s'agit du code de la santé. Sylvestre, avec vous, on va sortir de ce débat. Oui, en fait, moi, je voulais faire quand même la part des choses. Je n'ai fondamentalement rien contre la loi de 2013. Parce que la loi de 2013 est claire. Lorsqu'il s'agit donc d'une grossesse à risque, la loi permet à ce qu'on aille à de l'avortement. Parce qu'on dit, lorsque la vie de la maman est menacée ou lorsque le fœtus a une affection médicale grave, on peut aller vers l'avortement. Ça, c'est la loi de 2013. Mais
moi, je me fonde, je me pense nécessairement sur, ou spécialement, si vous voulez, sur la loi, la nouvelle loi. Parce que je me dis que la nouvelle loi donne beaucoup plus donc, de facilité à aller à l'avortement. Parce que si c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas sous les yeux la loi pour apprécier en fait le fond, le contenu, je me fonde sur les déclarations de ceux qui ont voté la loi et sur les déclarations, c'est-à-dire sur quoi ils se fondent pour et dire ouvertement aux populations béninoises que c'est pour cela que nous avons voté cette loi c'est trop léger en réalité. Mais que pensez-vous, Sylvestre, de pays comme la Colombie, l'Argentine ou l'Espagne, qui sont présentés comme des pays très catholiques, mais qui ont fini par voter des lois en faveur de l'avortement? Pensez-vous qu'ils sont moins religieux que les Béninois ou que... Non, en réalité, moi, je ne fais même pas ce débat en me fondant sur le côté religieux. Je le laisse donc aux prêtres, ceux qui sont souvent à Rome, je le laisse aux prêtres et aux évêques. Ce que moi je dis, vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez sauver des vies, mais en autorisant au même moment qu'on puisse donc en finir avec d'autres vies. Parce que déjà 3 semaines, on ne parlera plus de fœtus, mais on parle donc de bébés, si vous voulez. Donc, donnez cette latitude-là parce qu'on dit qu'il y a une loi, si vous êtes en situation de détresse matérielle, allez rapidement, courez vers l'avortement. Lorsqu'on vous dit courez vers l'avortement, on vous dit oui, lorsque vous êtes en situation de détresse professionnelle, allez rapidement, courez vers l'avortement. En réalité, c'est le message en fait. C'est pourquoi je dis que c'est trop léger. Il faudrait quand même qu'il y ait quand même des instruments. Ne serait-ce que pour dire que, oui, pour telle personne, par exemple, il faudrait quand même je ne sais pas s'il y aura un comité au niveau de... Le diable se niche dans le détail. Et on doit chercher ce détail-là pour enlever les diables. Allez, on quitte le Bénin pour son voisin, le Togo. On va parler donc du Togo. Les 2 arrêts ont été rendus en juillet. Ils viennent d'être publiés sur le site de la Cour de justice de la CEDEAO. La première victime est une femme battue lors de la répression d'une manifestation d'opposants à Lomé en septembre 2017. La deuxième affaire remonte à 1998 et concerne un militaire. Le Togo est condamné donc par la Cour de la CEDEAO pour des faits de torture. Magloire Teko Kenvi. Oui, c'est, on va dire, un nouvel épisode d'un feuilleton qui se fait un peu long déjà, parce que les violations des droits de l'homme, c'est vrai que ça existe un peu partout, mais je ne peux que parler du cas de mon pays. Ce n'est pas nouveau. Même les condamnations de la Cour de justice de la CEDEAO, ce n'est pas la première fois que l'État togolais est condamné par cette Cour sous-régionale. Moi, je me rappelle que dans le cadre de l'affaire de tentative de renversement des institutions de la République, que nous appelons l'affaire Pacha, il y a eu également... la Cour a réagi en condamnant l'État pour violation des droits de certains co-accusés à Pacha-Nyasingbe. Et donc moi, ce qui vient s'ajouter à ce lot déjà m'amène à dire que oui, moi je ne vais pas dire que rien n'est fait par le gouvernement togolais dans le cadre de renforcement des dispositifs en termes de droits de l'homme. Sauf que quand on est un État et qu'on se fait condamner comme cela, je crois que ça doit interpeller nos consciences. Qu'on se fait condamner souvent. On se fait condamner souvent. Je crois que ça interpelle. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un débat qui est déjà là. Même, je crois que le gouvernement, même, il le sait. Mais la réalité, c'est que chez nous en Afrique, on connaît très peu nos droits. Voyez-vous? Mais si il arrive que certains, parce que peut-être ayant un niveau donné qui leur permet de poser des actes pour se faire... pour se rendre justice de façon formelle et dans les normes. Mais vous imaginez dans la masse combien de Togolais qui se font brimer au quotidien parce que ne connaissant pas leurs droits restent dans l'anonymat. C'est pour cela que je dis, moi, ça m'amène
à encourager beaucoup plus le gouvernement à aller vite. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps également, les Nations Unies, dans l'une de leurs recommandations, demandaient au Togo de veiller, n'est-ce pas, au respect des libertés individuelles et collectives. Je crois que tout ceci mis ensemble doit amener, comme je l'ai dit, le gouvernement à aller vite. On ne pourra jamais le faire totalement à 100%, mais les condamner, moi tu sais, je suis togolais, et quand on dit on condamne l'État togolais, je suis touché. En tant que togolais. Je ne voudrais pas qu'à chaque instant que les médias internationaux rappellent en boucle que voilà, le Togo a été condamné justement parce que ayant violé les droits d'un citoyen. Et quand surtout c'est un citoyen qui arrive à avoir, comment ça se dit, un citoyen qui avoir gain de cause. Avoir gain de cause sur un État, c'est que c'est flagrant et il faut travailler à renverser la tendance. Vous êtes togolais, vous êtes touché. Lui, Magloire Kemayou, lui, c'est un Camerounais, il est aussi sans doute touché. Lui, la Cour n'a pas mâché ses mots. Il faut des limites. Ce qui a été fait à la dame ne peut pas rentrer dans le cadre de la gestion pacifique d'une manifestation. Oui, je suis camerounais, mais je suis aussi co-auteur d'un livre sur le Togo qui est intitulé Togo, une démocratie en construction. Et ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que au moins ça met en valeur le travail que font les institutions panafricaines. Parce que très souvent, la CEDEAO, surtout ces dernières semaines, a été condamnée parce qu'on ne lui trouvait aucune utilité. Là, pour le coup, on a une décision qui vient d'une cour de la CEDEAO et qui est acceptée par une grande partie de la population. Ça nous réconcilie avec ces institutions de la CEDEAO. C'est la première chose que je trouve très importante. La deuxième, c'est que dans un pays, dans un État, il est difficile de faire respecter l'état de droit par tout le monde, y compris par les forces de l'ordre. Et là, je ne veux pas juste m'arrêter sur le cas du Togo. Vous prenez les manifestations par rapport aux Gilets jaunes en France ou par rapport à d'autres manifestations dans d'autres pays. Ces infractions-là, vous les avez, je ne veux pas dire que c'est universel, mais ça arrive. On peut avoir des bavures de ce type-là qui se produisent, mais je crois qu'au niveau du Togo, pour revenir sur le livre, parce que la commission, je pense que c'est la CIVGR, elle a décidé de dédommager les gens qui avaient été victimes de violences politiques, pas seulement en 2017, mais ça remonte même à la période de la lutte pour l'indépendance. Donc ça fait que l'État togolais a déjà pris en compte le fait qu'il a pu manquer de tact dans la gestion de certains événements. Et donc, il va dédommager toutes les personnes concernées. C'est un processus qui est en cours. L'État togolais qui se fait condamner, ça ne peut faire plaisir à personne. Mais ça rappelle simplement que le devoir de vigilance dont les forces de maintien de l'ordre, dont le gouvernement, dont les autorités du pays sont investies, ce devoir-là, il doit être exercé avec la plus grande vigilance. Et quand on a une brebis galeuse dans les troupes, on doit la sanctionner avec la dernière énergie. Et je crois qu'on ne peut pas manquer de souligner cela en disant que au niveau du Togo, les soldats qui commettent ou les policiers qui commettent des infractions sont poursuivis et sanctionnés. Il y a un ministre aujourd'hui qui est en charge des droits de l'homme, il y a un ministère de la justice, ils sont ouverts. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, tout cela existe aujourd'hui. Il y a un haut commissariat de la République qui fonctionne, il y a un médiateur de la République. Je crois qu'avant de saisir les autorités de la CEDEAO, il y a un certain nombre d'étapes à suivre, mais quand vous avez une affaire comme celle-là, qui est portée par des avocats, vous pensez bien qu'un avocat a besoin de faire sa publicité personnelle et qu'il ne peut le faire qu'à travers des cas sur lesquels il a remporté une victoire. Et donc, c'est ce qui se passe avec ces deux cas qui remontent quand même à un certain nombre d'années et qui viennent, de mon point de vue, montrer qu'il y a encore du chemin à parcourir entre la fin de l'état de non-droit qu'on avait à un certain moment et l'état de droit vers lequel on tend aujourd'hui. La dame s'est retrouvée même, Sylvestre Béni, avec des blessures profondes qui laissaient voir les éléments osseux. Vous pensez que cette sortie de la cour de la CEDEAO va indubitablement dire quelque chose au gouvernement togolais? Quoi précisément? Si vous voulez véritablement que je donne une réponse, je dirais non. Non, parce que l'État togolais est coutumier du fait. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas la première condamnation.
La dame, les faits remontent en 2017, c'est récent. Lors donc c'est récent. des manifestations donc de la C14. Oui, de Tipeee. Mais elle, c'était dans le cadre de la C14. Même si elle manifestait aussi et qu'il y avait ce combat. Non, pour la dame, c'était en 2017. Oui. Mais pour monsieur, il y a aussi un autre qui a été condamné, qui a été condamné donc pour les faits donc de 2012, c'est-à-dire au moment donc du collectif Sauvons le Togo. Lui, son nom c'est Kofi Ametepe, qui a également porté plainte contre le Togo et qui a également gagné le procès. L'État togolais a été condamné à le payer, je crois, 30 millions, de francs CFA. Il y a une autre affaire qui date de 1998. Il y a l'autre, oui, il y a une autre affaire concernant le soldat. Ça, c'est en 98. Maintenant, il y a aussi... Et l'État togolais a été également condamné pour l'affaire donc des 9 députés UEC chassés. Et à l'époque, la Cour avait quand même ordonné à l'État togolais de payer 3 millions à chacun des 27 députés et de les réintégrer. L'État togolais n'a pas tempéré. Ils ont attendu jusqu'à un moment donné pour payer 532 millions de francs CFA à ces personnes-là. Et puis il y a l'affaire Pacha. Il y a l'affaire Pacha qui est là. Donc c'est pourquoi je dis que je crois que j'ai répondu à ta question. Si l'État togolais a pu véritablement tirer le son pour changer de posture. Je dis non, parce que peut-être que après demain, pour ne pas dire peut-être qu'il y a également, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a également une autre affaire qui est pendant devant cette cour-là qui va encore condamner l'État togolais. Parce que le nœud du problème, c'est que c'est les éléments. Lorsqu'on envoie les éléments sur, du moins sur le terrain pour maintenir l'ordre, il y a tellement de zélés. Il y a tellement de zélés. Moi, je me rappelle que j'étais dans une marche de protestation, je crois que c'était en 2017, malgré qu'on soit en gilet de presse, il y a un qui est sorti de l'eau, un élément qui est venu vers nous dit, vous, je vous donne 2 minutes, si vous ne quittez pas ici, je risque de vous rentrer dedans. Mais est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il a à faire avec des journalistes? C'est parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, vous voulez dire? Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas assez sanctionnés. Non, je pense qu'il y a des sanctions. Non, c'est maintenant que les sanctions tombent. Oui. À l'époque, les sanctions commencent pas parce qu'il y a appris il y a quelques jours qu'il y a des éléments de la gendarmerie qui ont été sanctionnés. Bon, oui, maintenant je crois que avec la fréquence de ces sanctions, avant qu'ils ne posent des actes, ils vont réfléchir 1001 fois sur le terrain. Parce que c'est du fait donc de leur acte que l'État et vous et moi sont condamnés. Voyez-vous, c'est pas eux, c'est pas l'élément de payer, mais du fait qu'il a le treillis, il représente l'État, et c'est l'État qui va payer, alors que des institutions se battent pour qu'on ait assez donc de manne financière pour financer donc et du moins c'est le volet social, tout ce qui concerne donc le social, mais on va prendre ces millions-là pour aller donner juste à un individu parce qu'il a gagné donc le procès contre l'État. Oui, pour abonder un peu dans le même sens que... tu peux aborder totalement, pas un peu aussi. C'est pour dire en fait que oui, généralement et souvent, tu vois, quand il y a des événements comme ça et les nerfs sont un peu tendus, je ne crois pas que fondamentalement c'est l'autorité qui dit aux éléments et rentrer dedans. C'est ce que j'allais souligner. C'est pourquoi je parlais de zélés. Voilà, il y a de ces zélés-là, je ne sais pas s'il y a une prime à la fin, mais on les voit très surchauffés. On a l'impression que leur état d'âme est motivé par quelque chose. Ça, je ne sais vraiment pas, mais c'est ce qui se voit à l'œil nu. Maintenant, la réplique derrière, c'est que je me rends compte que peut-être à un moment donné, l'autorité aussi a laissé faire un peu. Mais lorsque je me rends compte que depuis quelque temps, l'autorité ne commence pas à réagir, je me dis que c'est un bon début. Parce que n'oublions pas déjà, la CNDH a eu à condamner la Commission nationale des droits de l'homme, a eu à condamner des dérives, n'est-ce pas, de certains éléments des forces de défense de sécurité. Ça, c'est un peu nouveau. C'est des éléments mis ensemble qui me rassurent aujourd'hui qu'avec tout ce qu'il y a comme condamnation et qu'il y a comme sanction à l'interne par l'autorité, je crois que c'est un début. Il y a quelques jours, on nous informait que oui, le commandant de la brigade territoriale et ces éléments ont été mis au NIOF parce que justement, ayant agi mal. Hier, ce n'était pas le cas. Peut-être on sanctionnait, mais on ne disait rien. Mais aujourd'hui, quand un élément
commet Ça des aussi, c'est fautes... parce qu'on s'est arraché pour avoir l'information. Sinon, ça devait Voilà. comme Mais passer sous ce silence. qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est que l'autorité doit être prompte à réagir. Parce que quand vous réagissez, vous punissez les gens, ça fait tache d'huile et ça fait peur à ceux qui voudront vraiment s'illustrer négativement, peut-être en voulant faire plaisir à leur patron, mais mettre le pays en difficulté. Mais l'autre aspect que je voulais souligner dans ce débat, c'est que oui, on est d'accord que la démocratie, c'est un long processus et qu'aujourd'hui, moi, je suis ravi que peut-être cette condamnation-là va encore contribuer à éveiller la conscience de l'autorité, à faire en sorte que les libertés soient respectées, peu importe en tout cas le prix à payer. Maintenant, l'autre aspect que j'aimerais soulever, c'est que mon homologue, enfin mon homonyme Magloire disait tout à l'heure que ça incarne aussi le respect, ou du moins le réveil de nos institutions sous-régionales. Cet aspect m'a plu et ça me fait faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, cette même Cour a condamné l'État ivoirien dans l'affaire Soro. Mais qu'est-ce que le gouvernement ivoirien n'avait pas dit? Que non, l'État ivoirien, il est souverain, ça ne nous dit rien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Mais quand on tient pareil ces au gens... Sénégal par rapport à Mais Karim l'État togolais aussi l'a dit dans le volet Pacha. Ça nous permet un peu de Bénin généraliser. Quand nous avons dit. des institutions sous-régionales comme ça, qui travaillent à faire respecter les droits des individus ou des populations que nous gouvernons, et que nous tenons ce genre de discours, c'est que nous affaiblissons en réalité nos institutions. Et si aujourd'hui les gens critiquent beaucoup plus la CEDEAO, c'est parce qu'en amont, on a travaillé à affaiblir les institutions. Parce que moi, je le dis, en fait, quand on dit les chefs d'État ou la CEDEAO, parce que quand on parle de la CEDEAO, on a l'impression ou on a tendance à figer nos regards sur les chefs d'État. Oui, la Mais en réalité, ça va au-delà des chefs d'État. Ouais. Il y a des commissions techniques, il y a des experts, il y a des institutions comme la Cour de justice de la CEDEAO. Mais quand nous ne donnons pas la force qu'il faut à ces institutions, à ces commissions techniques, à ces experts-là, mais à la fin, on parlera de l'institution de façon globale. Ouais. Mais en réalité, nous sommes tous fautifs. Le Magloire Kimayo, ça dépend aussi de la crédibilité de ces institutions. Non, c'est-à-dire ce sont les hommes qui donnent la crédibilité. Et je voulais rajouter un autre élément, c'est que on parle souvent des soldats ou des policiers sans tenir compte du fait que ce sont des hommes avant tout, qu'ils ont eux aussi leur peur, qu'ils ont parfois leurs problèmes de professionnalisme. Parce que imaginez un jeune homme de 19 ans ou de 25 ans qui a devant lui une foule qu'il doit contenir pour le maintien de l'ordre et qu'il n'est pas préparé à cela. La foule est bruyante, elle est menaçante. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas été suffisamment préparé pour ce genre de manifestation-là, pour ce genre d'attitude de la part des manifestants, il peut très vite dérailler. Et donc, il faut un travail au préalable. Moi, je pense qu'il y a un travail de préparation psychologique à faire sur le plan. C'est très important parce que nous devons les condamner, bien sûr, mais n'oublions pas que ce sont des hommes. Par moments, ils peuvent prendre peur, ils peuvent avoir des attitudes pour lesquelles ils n'ont pas, des situations pour lesquelles ils n'ont pas été préparés, de provocation. Rappelons-nous que pendant les manifestations du PNP, les manifestations du PNP, il y a des soldats qui ont été tués, il y a des gendarmes qui ont été égorgés, d'autres qui ont été assommés. Donc tout ça existe, quoi. Donc n'analysons pas juste en disant il y a les méchants soldats, il y a la bonne population. L'une manifeste et dans son bon droit et l'autre est en train de le mater, donc c'est pas bon. Je crois qu'il faut analyser dans l'ensemble, dans la globalité, et tenir compte de cela. Aujourd'hui, je pense que l'État a pris en compte le fait que ces jeunes-là doivent être préparés à gérer des situations qui sont souvent extrêmes et dans lesquelles on a besoin qu'ils gardent leur sang-froid. Les situations de zèle aussi existent. C'est-à-dire qu'il a l'impression de faire plaisir à l'autorité hiérarchique. Pourtant, il commet une très grosse erreur en le faisant. Et le problème, c'est que son autorité à laquelle il voulait faire plaisir n'hésitera pas à le sanctionner si jamais on devait relever, si son comportement était relevé, remonté, et que la justice se prononçait. Donc, vous avez aujourd'hui 2 cours qui s'en occupent. Il y a déjà la cour des policiers, des militaires, des gendarmes qui s'en occupent, mais la justice civile aussi s'en occupe. Donc, il y a 2
postes d'évaluation sur lesquels les soldats et les policiers peuvent aujourd'hui être jugés et condamnés. Mais l'autre volet qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est celui de la prise en charge psychologique de ces soldats. Oui, Sylvestre Béni, lui, Magloire Kemayo, a touché des aspects. Déjà en 2017, les événements sont arrivés et qui ont créé une certaine phobie dans la tête aussi des soldats, des forces de l'ordre. Oui, il faut dire que les événements de 2017 sont échappés au contrôle de tout le monde, et des organisateurs et de l'État. Parce que moi, je me disais que peut-être que c'est le discours de la veille, hein, c'est-à-dire le discours du 18 août, qui ont peut-être envenimé la situation le lendemain. Parce que lorsque j'écoutais deux ministres à l'époque qui ont ouvertement dit que si demain et l'un de nos éléments essuyait donc des coups de feu, nous allons riposter. Vous voyez, ce sont ces discours-là qui, le lendemain, ont vite fait donc d'exacerber donc la crise, et nous en sommes, on a vu tout ce que cela a donné. C'est vrai qu'au niveau donc de l'État togolais, et ça c'est le discours donc de l'État qui reste à vérifier, hein, l'État disait que oui, il y a quand même des militaires qui ont été égorgés. Bon, je le dis, ça reste à vérifier. J'ai vu une presse. Et avec des militaires égorgés? Oui. Ah bon, moi j'ai jamais vu. Les commissariats ont été attaqués. Mais j'ai jamais vu. Ce sujet, oui, moi j'ai jamais vu. Mais par contre, j'ai vu quand même des militants qui ont été tués. Il y a des images où les gens transportaient donc des victimes et tout ça. Vu une presse comme ça. Une presse où des militaires ont été égorgés. Des militaires à terre. Une presse togolaise? Bon, vous savez, aujourd'hui, nous sommes également à l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Il y a aussi beaucoup donc, de montage aussi. Ouais. Donc, voilà, mais il faudrait quand même, pour que nous soyons dans la globalité, je me dis que un militaire ou un policier à qui on demande donc d'aller maîtriser donc une foule ou d'aller donc contrôler donc une foule, je me dis qu'en amont, il aurait déjà eu et un bagage assez consistant sur le maintien d'ordre. Ce travail. Voyez-vous, lorsqu'on me dit par exemple qu'il y a un jeune qui n'a pas d'arme, qui vient donc de laver le véhicule donc d'un monsieur qui allait le remettre, et qu'il y a quelques échauffourées entre lui et des policiers, et puis un autre dégaine rapidement là-bas. Ça, c'était je parle de Mohamed au niveau donc d'Avedi. Je me dis, là, il y a problème. Justement. Il y a problème parce que si un militaire ou un policier ne peut même pas, ils étaient deux d'abord, si les deux là ne peuvent même pas maîtriser un individu qui n'est pas armé et qu'il faille qu'un troisième dégaine pour la battre tout de suite devant sa fille, je me dis qu'il y a un problème. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais quand même très fier donc d'écouter lui quand il disait qu'il faut en amont un travail psychologique également. Avant qu'on ne puisse recruter ces éléments-là, il faudrait également avoir beaucoup plus donc d'ouverture sur leur mental. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on doit recruter dans l'armée. Parce que je me dis, si on doit recruter un beau matin, peut-être qu'un va sortir son arme et puis c'est son chef qui va abattre. Ouais. Voyez, donc il y a quand même ces éléments-là. En réalité, oui, je crois que ce que disent les uns les autres, c'est fondamental parce que notre pays, le Togo, a embrassé ou du moins a entrepris une vaste réforme. On parle de reprogrammation militaire. Je crois que ça doit prendre en compte cet aspect parce que c'est des milliards. Voilà, c'est des milliards, c'est des fortunes. Parce que n'embrasse pas le métier des armes qui veut mais qui peut. Je crois que le principe d'autodéfense, ça doit intervenir dans les cas extrêmes. Mais comme Sylvestre l'a dit, si quelqu'un qui est sanguin... La légitime défense, n'est-ce pas? La légitime défense, justement. Ouais. Ça doit intervenir au cas extrême. Ça dit, vous n'avez plus d'autres alternatives. Là, vous pouvez vous défendre. Et là, le commun des mortels même comprendrait. Mais quand on enrôle tout le monde, parce que je comprends, c'est un long débat, le chômage est là et tout. Quand quelqu'un est sanguin de façon naturelle,
On ne le prend Ne pas. risquez pas de lui remettre une arme. Pour Mais vous n'avez assurer pas la ça qu'au sécurité. Togo. Hein. Encore une fois, je ne veux pas dédouaner, mais vous prenez les États-Unis, le nombre de meurtres par rapport aux Noirs. George Floyd, c'est pas de la fiction, hein, c'était aux États-Unis. Donc ces cas de violence-là, ce sont des cas sur lesquels, la plupart du temps, on n'a pas toujours de condamnation, ou alors des condamnations très faibles. Mais je crois que c'est pas parce que ça se passe ainsi aux États-Unis ou en France qu'on devrait reproduire la même chose dans nos pays. Oui. Ah, vous voulez envoyer des cartons? Cartons à qui? Je crois que le principe, Bon. les vendredis, Bon, allez-y. Non, sinon, En une si minute vous seulement. voulez, moi, mon carton, il est vert, carton de cœur, carton de soutien aux éperviers dames, je crois que, bon, je n'aime pas encore le score, mais qui était sur la pelouse du côté de Sao Tomé Principe pour défendre nos couleurs. On avait connu cette époque-là où les éperviers dames faisaient quelque chose, mais ça fait des années déjà. Je crois que c'est un début, on parle de refondation du football togolais, ça commence aussi par là, le carton vert à nos dames. Qui encore? Moi, je vais élargir ce carton-là au comité d'organisation, à la FTF, parce que oui, on a connu des éperviers hommes, des éperviers dames, oui, bravo. Mais bon, quel qu'en soit le score, on sait qu'il y a quelque chose qui est fait. Il faudrait qu'on reste dans cette lancée-là pour que, bon, on peut aussi peut-être appeler la France à match amical ici à Kéké. Merci. Moi, je vous donne un carton vert à vous tous. Merci beaucoup de toujours accepter notre rendez-vous. Merci Magloire Teko Kembi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Lui, Magloire Kemayo, merci beaucoup. Merci. Vous êtes journaliste et écrivain. Et merci également au journaliste Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. On vous dit également merci. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt.